On va passer à la communication de Valérie Bertrand sur l'étude de la cohorte PédiaFed sur l'analyse des troubles de l'oralité et des conduites alimentaires chez 191 enfants en fonction de leur recrutement psychiatrique ou gastro-entérologique. Merci de me laisser présenter cette étude. Donc, c'est en collaboration avec le CHU de Rouen et puis l'hôpital Robert Debré à Paris. Voilà, donc je fais comme Eduardo hier, je vous refais la même diapo qu'il y a un an à Carcassonne. Donc la connaissance des troubles d'oralité, des troubles des conduites alimentaires, ce qu'on appelle les feeding et les eating disorders en anglais chez l'enfant, a progressé depuis les années 2000. Je parle bien de l'enfant prépubère, puisqu'en dans la DSM, vous savez, c'est la classification américaine des troubles mentaux qui comprend un chapitre entier sur les feeding et eating disorders. Dans les années 80, pour l'enfant, c'était résumé au picaéméricisme. Puis il y a eu différents travaux d'Irène Chatour, puis des équipes londoniennes qui ont permis d'intégrer progressivement les troubles des conduites alimentaires de l'enfant prépubère. Et donc la dernière classification américaine qui remonte à 2013, ici. Donc vous n'avez plus de limite d'âge pour les FED, c'est de 0 à 18 ans chez l'enfant, et en plus du picamérisme, anorexie, boulimie, a été intégré donc les ARFID, dont Marc a parlé tout à l'heure, les binge eating disorders qu'entraîne une obésité, les other specified fed, c'est les anorexies, boulimie atypiques, et les unspecified fed, c'est tous les fed qu'on n'arrive pas à inclure dans les autres catégories. Voilà, donc Marc en a déjà parlé ce matin, mais ça c'est un petit rappel pour les pédiatres, car la DSM-5 n'est pas encore très connue. Donc les ARFID, c'est un trouble restrictif ou évitant de l'ingestion d'aliments. Vous avez 3 formes cliniques qu'il faut connaître. C'est soit la forme restrictive, soit la forme sélective avec trouble sensoriel, soit une forme aversive ou phobique. C'est associé à un des éléments suivants, soit une perte de poids significative, soit un déficit nutritionnel significatif, soit la nécessité d'un support nutritionnel ou alors une altération nette du fonctionnement psychosocial. Et la grande différence avec l'anorexie, c'est qu'il n'y a pas de dysmorphophobie, c'est comme ça qu'on peut faire le diagnostic. Voilà, donc néanmoins, la DSM-5 reste peu connue des pédiatres. Les prévalences sont encore peu connues en population générale. Dans la littérature, les ARFID sont décrits dès l'âge d'1 an, avec des symptômes gastro-intestinaux, des troubles anxieux fréquents. Donc l'objectif de notre étude, c'était de reprendre de façon rétrospective dans une cohorte déjà constituée donc à l'hôpital Robert Debré, qui est un des rares hôpitaux qui comprend une unité de TCA chez l'enfant prépubère, de reprendre toute une cohorte et de comparer les enfants sur le plan clinique et de l'évolution clinique selon le service de recrutement en gastropédiatrie ou en pédopsychiatrie. Voilà, donc l'objectif était d'avoir environ 100 dossiers dans chaque unité. Les parents ont été contactés pour avoir le consentement écrit. Et donc, on a recueilli donc, plusieurs données démographiques et cliniques, que je n'ai pas le temps d'énumérer. N'ont pas été analysés les traitements médicamenteux, les thérapies orales, psychothérapie, procédures diététiques, parce que les protocoles n'étaient pas standardisés. Et on a donc essayé de voir l'évolution clinique selon le score d'impression globale clinique de changement, le CGI score. Donc, on a pu analyser donc 191 dossiers, 100 dans la cohorte de gastropédiatrie, 91 en pédopsychiatrie. Il y avait une durée moyenne de suivi d'environ 3 ans. Sur la totalité de la cohorte, on avait 100 ARFID, 57 troubles des conduites alimentaires non spécifiés, 33 early onset anorexia nervosa, c'est-à-dire des anorexies mentales prépubères, et qu'on retrouvait uniquement en pédopsychiatrie, vous voyez, en gris, et puis il y avait moitié ARFID à peu près dans chaque cohorte. Voilà. Et quand on comparait sur l'ensemble de la cohorte dans les 2 unités, les troubles de type ARFID avaient donc plus de troubles sélectifs et sensoriels, plus de troubles anxieux, plus de douleurs abdominales comparées aux troubles non spécifiés. Les troubles non spécifiés étaient plus jeunes, avaient plus de maladies chroniques, plus de refus de morceaux, de retard, troubles du langage. Et les anorexies mentales prépubères étaient plus dénutries, on avait plus de filles, plus de dépression, plus d'événements de vie défavorables. Quand on comparait les 2 cohortes, dans l'unité de gastropédiatrie, on avait donc des enfants plus jeunes avec plus de maladies chroniques, sélectivité, troubles sensoriels, refus de morceaux, troubles du langage. Et dans la cohorte de pédopsychiatrie, on avait plus de patients dénutris avec des comorbidités psychiatriques, des troubles du sommeil, douleurs abdos et événements de vie défavorables.
Quand on regardait l'évolution clinique de ces patients, donc on avait des scores d'évolution clinique plus élevés, c'est-à-dire plus défavorables pour les TCA de type ARFID, un âge de début plus jeune du TCA, tous les troubles sélectifs sensoriels et ceux qui avaient eu besoin d'un soutien nutritionnel. Et dans les sous-groupes ARFID, je vous ai mis qu'il y avait 3 formes différentes, c'était surtout les formes restrictives pure ou alors restrictive et sélective qui avait la moins bonne évolution clinique. Et entre les 2 unités, gastro ou pédopsie, il n'y avait pas de différence sur l'évolution clinique globale. Donc, ce qu'on pouvait conclure donc, dans cette cohorte, c'est que le TCA de type ARFID est assez fréquent en pédiatrie chez l'enfant prépubère. Les anorexies mentales prépubères, elles sont orientées exclusivement vers le psychiatre, probablement parce que la dysmorphophobie est bien connue en soins primaires et est fléchée vers la psychiatrie. Néanmoins, les ARFID et les autres troubles non spécifiques sont orientés soit vers la pédopsychiatre, soit vers le gastropédiatre. En gastropédiatrie, on avait plus de maladies chroniques. Curieusement, on avait plus de douleurs abdominales en pédopsychiatrie, probablement associées aux troubles anxio-dépressifs. Et sur l'ensemble de la cohorte, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait 25% de coexistence de troubles pédopsychiatriques et gastro-intestinaux. Là, je passe vite, mais globalement, ce qu'on avait retrouvé comme caractéristiques cliniques pour chaque type de TCA était relativement semblable à ce qu'on retrouve dans la littérature. Voilà. L'évolution clinique était moins bonne, je vous l'ai dit, pour les ARFID de type restrictif plus ou moins sélectif, ce qui sous-tend qu'il y a probablement pour les ARFID un déterminisme biologique et génétique de cette maladie. Voilà. Et en conclusion, il apparaît clairement donc, que les enfants avec une anorexie prépubère sont orientés directement vers le psychiatre, tandis que les enfants atteints d'ARFID ou de troubles non spécifiques peuvent être diagnostiqués soit par des gastropédiatres, soit par des pédopsychiatres. Et ça, c'est super important à retenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au diagnostic, compte tenu que les comorbidités somatiques et psychiatriques sont fréquemment associées, il y a une nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire assez tôt pour diagnostiquer les troubles somatiques et psychiatriques. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Tu dis juste plus jeune, et je suis un peu d'accord avec Marc sur les enfants qui sont petits, enfin, tout petits troubles de l'oralité. Ça marche toujours pas ? Ah si, ça y est. Les enfants qui sont petits, bon, les classer dans des ARFID, non. Enfin, je pense qu'il y a des différences aussi, parce que il y a tous ces petits enfants qui deviennent un peu sélectifs ou restrictifs à l'époque, enfin, à l'âge de la néophobie physiologique. Et si on les prend en charge suffisamment tôt, il y a une amélioration qui est significative. Donc, tirer des conclusions sur une population qui va de 1 an jusqu'à 18, moi, je trouve ça un peu difficile, parce que je pense que les ARFID, c'est plutôt quand même ceux qui évoluent en gardant des troubles sensoriels dans le temps. Et je suis d'accord avec Marc sur ce qu'il a dit ce matin. Oui. Je suis d'accord aussi avec toi, on est tous d'accord. En fait, c'est une classification qui est relativement récente, c'est 2013, donc il n'y a pas encore énormément d'études là, sur les ARFID, c'est en train d'exploser. Il y a des groupes de travail qui viennent de se constituer, notamment avec l'équipe de Londres, là, du Gosh Hospital. Je suis d'accord. L'enfant est en développement. Donc c'est pareil, un petit enfant qui a des troubles du comportement alimentaire, par exemple, Marc parlait des rassopathies. Moi j'ai eu une gamine au début, profil ARFID, puis des grains de beauté apparaissent, et puis on trouve un petit trouble cardiaque. Ah bah tiens, finalement c'est un syndrome cardio-fascio-cutané, etc. En plus, la définition ARFID, elle est encore mal comprise de tous les professionnels, puisque ça peut être associé à une maladie chronique. Mais le trouble alimentaire dépasse le trouble habituellement vu dans cette maladie-là. Donc au niveau définition, c'est compliqué à utiliser. Après, moi, quand j'ai étudié cette cohorte-là, j'ai longuement réfléchi à quelle classification j'utilisais. Savoir que la DSM, ça a été fait par des psychiatres dans un but de faire de la recherche pour réussir à classer les gens. Et donc c'est sûr que nous, plus les enfants sont petits,
plus c'est compliqué de les classer, puisqu'ils sont en phase de développement. Il y a aussi tout l'aspect trouble du neurodéveloppement, et chaque enfant va se développer en fonction de ses possibilités. Donc oui, je suis d'accord. Dans la littérature, l'ARFID, c'est décrit dès l'âge d'1 an, mais en pratique, pour les études futures, il faudra essayer de mettre un curseur à un âge particulier pour dire c'est ARFID ou pas ARFID, mais c'est pas encore fait, ça. Et alors après, moi, le problème que ça me pose, c'est que maintenant, effectivement, moi, les classifications pour les études, c'est très bien, mais après, les parents, ils regardent sur Internet, ils mettent leur enfant dans une case, hein, et puis ça y est, ils arrivent à la consultation, ça y est, c'est un ARFID, et donc je suis dédouanée de tout, et voilà, mon fils a une maladie, un vrai trouble. Je trouve ça, cette classification avec les ARFID, moi, elle me gêne quand même pas mal. Alors je pense que pour les enfants qui sont jeunes, on peut mettre entre guillemets possible ARFID dans les comptes rendus ou pour les parents. Après, le traitement des ARFID, c'est quoi ? C'est au début ce qu'on fait pour les jeunes enfants, donc de la guidance parentale, orthophoniste spécialisé en troubles d'oralité. Et quand on voit que ça va durer dans le temps, les vrais ARFID, en général, la prise en charge orthophonique ne va pas donner grand-chose. Et on va s'orienter plutôt vers des thérapies cognitivo-comportementales, mais qu'on ne peut pas faire chez des tout petits enfants. Il faut attendre un certain âge pour pouvoir la faire. Bien. Mais les dernières études, c'est plutôt que ça serait une maladie probablement génétique, c'est-à-dire qui va durer dans le temps. Les vrais ARFID, en tous les cas. Très bien. Merci Valérie pour cette présentation.